Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Quatrième jour de la semaine, jeudi 2 mars 2023. À toutes et à tous, merci de votre fidélité à Congo Buzz TV. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. L'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles. Lors des plaquages, le rejet d'Azado constate que la partie congolaise, la partie chinoise plutôt, a gagné 5 fois plus que la partie congolaise dans le contrat sino-congolais. Et puis cette nouvelle, les US ont sanctionné 2 Nord-Coréens propriétaires de l'entreprise Construction Congo, Akonde et sa RL. Ce problème de l'Est, le président Kagame s'est prononcé hier. Voici hier quelques propos qu'il a tenus. Ce problème de l'Est de la RDC a une longue histoire pour ce qui est de ses causes, mais aussi de la manière dont ce problème a été mal géré dès le départ. Ce qui explique que ce problème persiste depuis plus de 20 ans. Et pour moi, si ce problème persiste, c'est parce que certains continuent à le voir juste comme un problème de l'Est de la RDC et non comme un problème de la RDC. Pour Kagame, les manifestants contre l'M23 sont une perte de temps. La main. Le matin, Jean-Claude Mputu déclare que Dan Gettler a empoché 2 milliards de dollars et le soir même, Mputu de Senpave échange en parlant de 60 millions de dollars, confusion ou diffamation. S'interrogent les équipes de Dan Gettler qui confirment qu'une plainte sera déposée contre M. Jean-Claude Mputu de Senpave. Peut-on aller aux élections en temps de guerre? C'est la question que nous posons. Nous posons nos invités, que nous vous poserons également. Nous vous posons également à la maison. La France, partenaire de la RDC, on a suivi des manifestations devant l'ambassade de France. On a les jeunes qui ont crié non à la visite de la France partenaire du Rwanda. Nous ne voulons pas du président français en République démocratique du Congo. La question que nous nous posons finalement, est-ce que la France est un partenaire de la RDC ou du Rwanda? Voilà les 2 thématiques de ce matin. Je suis avec 3 invités sur ce plateau. Monsieur Papi Dionso, bonjour. Merci beaucoup de votre présence ici, chez nous, dans Grande Tribune. Bonjour, Monsieur Dan. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Grande Tribune, Congo Buzz TV. Bonjour à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, en particulier la population quinoise. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant saluer le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Je saisis aussi l'occasion pour saluer l'autorité morale de ma formation politique, parce que vous êtes sans savoir que j'appartiens à une famille politique d'inspiration chrétienne. Je cite Excellence la princesse Adèle Kaïnda Maïna, ministre d'État, ministre du portefeuille. Là, je ne peux pas oublier tout son bureau politique qui l'entoure. Mais également, je peux aussi saluer mes co-débatteurs, les habitués qui sont ici sur les plateaux. Et je pense que
Les débats d'aujourd'hui seront à la hauteur, comme nous l'avons souvent dit. Les chrétiens sont dans la joie lorsqu'on leur invite d'être dans la maison du Seigneur, mais nous, politiques, nous sommes également dans la joie lorsqu'on nous invite sur un plateau de télévision, dans un studio de radio pour débattre ou décrypter l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci pour cette valeur que vous avez à ma modeste personne, parce que vous savez, je suis maître Papi Diosso Ngandoumouen de la Bouenda, très affectueusement appelé troisième intellectuel de KBA Kamwanga et le prophète politique. L'honneur me choisit ce matin de participer à cette grande émission. Je vous dis merci. Merci, monsieur le troisième intellectuel de KBA Kamwanga. Monsieur Eric Tshikwaka, cadre de la FDC, parti politique cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Monsieur Eric Tshikwaka, ça fait des lustres que vous avez été ici chez nous. Bon, peut-être qu'on vous a interdit par le président Bahati de venir. Bon, c'est de votre droit légitime, mais nous sommes très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Danzank. Je crois que Modeste Bahati ne peut pas nous interdire, étant communicateur, de passer sur cette chaîne très professionnelle, avec le travail que vous faites des titans, à informer la population congolaise. Donc, j'étais un peu pris, ça c'est vrai. Mais j'avais toujours ces désirs de pouvoir passer ici. Vous avez pris un peu du poids. Bon, ça va bien à la FDC. Je ne sais pas si j'ai pris du poids. Apparemment. Apparemment, mais gloire à Dieu. Si cela s'avère vrai, gloire à Dieu. Je tiens à saluer en face de moi un professeur que j'aime beaucoup, très intelligent. Je ne vais pas les présenter puisque vous ne l'avez pas encore présenté. J'ai toujours partagé les plateaux avec son intelligence. Je crois qu'on va faire un débat des titans, un débat très scientifique. Je tiens à saluer la population congolaise qui nous suit de partout, les responsables qui sont en train de nous suivre. Je sais que nous qui sommes ici ne sommes pas plus intelligents que les intelligences qui sont derrière les caméras qui nous suivent. Je salue le président de la République qui est reconnu dans l'article 69 de la Constitution comme les garants des bons fonctionnements des institutions. Donc il est toujours important pour nous de saluer celui qu'on a appelé les représentants, bien que certaines personnes ne savent pas ce que signifient les représentants de la nation congolaise. Je tiens à saluer également le président de notre organisation politique. J'appartiens à une famille politique, AFDC et alliés, le professeur Modeste Bahati, l'homme le plus humble de la politique congolaise, mais que nous appelons chez nous le professeur de l'éthique et de la déontologie politique en République démocratique du Congo. Je crois une fois de plus, nous allons faire ici un débat des titans, un débat scientifique permettant à éclairer la lanterne des uns des autres, enfin également de mettre à nu tout ce qui est comme stratégie machiavélique contre la République démocratique du Congo. Merci, monsieur Eric Tshikwaka, professeur Edi Yininkumu. Merci aussi de votre présence dans la tribune. Vous nous accompagnez souvent, vous nous accompagnez encore aujourd'hui. Merci de votre présence dans votre émission. Merci beaucoup, monsieur Dan Zeng. Je crois bien, nous risquerons de vous confondre aux Chinois qui nous pillent aujourd'hui, parce que votre nom nous ramène pratiquement aux origines chinoises. Je ne sais pas si vous êtes l'un d'entre eux. Peut-être vous êtes là dans les cadres d'accords des 6 communes. Mais bon, à vous pratiquement de nous éclairer. Hein. Et je vois en face de moi le troisième intellectuel de KBA Kamwanga. Donc il y a d'abord messieurs, donc le sphinx de l'UMT. Après il y a le vieux Chichimbi François. Le troisième est là. Je ne sais pas si on va classer le chef de l'État où, parce que le troisième est là. Et je suis là juste en face d'Eric Tshikwaka, l'un des communicateurs brillants de l'AFDC, très jeune mais très percutant. Juste là, je salue aussi nos téléspectateurs, singulièrement Bana Tchangou qui me suivent à ces nets moments, Bana Tchangou qui vivent dans des conditions aujourd'hui de précarité très difficiles. Vous savez, la vie devient de plus en plus intenable avec ces régimes. Quand on disait que ce régime pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais, des fois les gens s'est fâché, nous attaquer.
lorsqu'on passait ici, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Mais au fur et à mesure, nous commençons maintenant à comprendre que, en tout cas, le régime a largement échoué. Et puis le régime pratiquement de Kimbanteke, là où il n'existe aucun ouvrage aujourd'hui d'intérêt général, construit sous ces régimes, pas d'infrastructures routières, hospitalières et autres au profit de la population, et la vie sociale avec la flambée de prix sur le marché et la dévaluation du franc congolais vis-à-vis du dollar. Ensuite, pratiquement, au recours à la planche à billets par la Banque centrale, pendant que le régime ne cesse de vanter ses prouesses en termes de réserves d'échange. Or, on ne peut pas parler de réserves d'échange de plus de 4 milliards de dollars tant que l'on est en train de recourir à la planche à billets, tant qu'on n'est pas en mesure de maîtriser les cadres économiques. Cela nous ramène à l'amateurisme, parce que c'est incompréhensible de concilier le deux. Donc, aux Congolais de comprendre qu'il est temps d'aider ces gens à quitter pratiquement la barque avant que le bateau ne puisse chavirer, parce que le bateau est vraiment au bord du gouffre. Dans ces gouffres créés par l'inexpérience, par l'amateurisme de ces régimes. Merci beaucoup, professeur Eddy Yeni. Alors, on va commencer rapidement avec des biscuits. Chacun va faire une minute pour son biscuit. Monsieur Papi Djonso, un biscuit, une question d'actualité que vous souhaitez commenter, parmi les sujets que vous avez suivis d'actualité, un seul que vous souhaiterez commenter avant que nous puissions passer à nos deux sujets du jour. Ce matin, il y a les étudiants de l'IEC qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a la hausse des frais académiques qui ont quitté de 360 000 à 800 000. Ils m'ont demandé... De l'IEC. À l'IEC Gombe. J'ai même les documents ici avec moi. Donc, nous demandons au directeur général de l'IEC de pouvoir faire une bonne communication à tous ces étudiants qui ont fait confiance aux administratifs de cette institution éducative ou soit universitaire. Je peux rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit mon frère d'en face, le professeur Eddy Yeni, qui parle de l'amateurisme politique de notre régime. Mais le professeur Eddy Yeni est sans savoir que le problème du contrat chinois de la Sécomine dont on parle ici, ils sont parmi les gens qui sont cités. Parce que le contrat est signé en 2008, au mois d'avril, et au mois d'octobre de la même année, ils étaient nommés Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont obligés d'expliquer à la population congolaise pourquoi ce contrat a bénéficié beaucoup plus aux sociétés chinoises qu'à la population congolaise. Tout ce qui a été dit, rien n'est respecté, rien n'est fait. Et il y a une motion dans les couloirs de l'Assemblée nationale qui a vilipendé son autorité morale d'avoir des maisons partout d'une manière illégale. Donc, le professeur Eddy Yeni ici ne peut pas avoir ce courage de parler de l'amateurisme de ces régimes, car depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais connu un président de la République comme Félix Tshisekedi qui a fait des exploits qui sont inexplicables. Donc, je demande au silence de mon frère en face de ne même pas parler de l'amateurisme, mais plutôt de remercier ce régime qui lui a permis de s'expliquer aisément. Et dès qu'il finit l'émission, il descend et il part chez lui aisément sans pouvoir être inquiété. Merci beaucoup. Monsieur Eric Tissoaka, un biscuit, une question d'actualité que vous souhaitez commenter également. J'ai constaté depuis quelques semaines, il y a ces phénomènes de Kuluna qui arrivent du jour, s'il faudrait les dire ainsi. Je déplore cette situation puisque
j'ai même moi assisté à cela, pratiquement vers la commune de Lansele. Je le vis à Massina, Njili, Makala, etc. Ces phénomènes Kuluna qui a pris de l'ascenseur. J'aimerais ici interpeller le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, c'est lui qui est le patron de la ville, mais également la police nationale congolaise à faire son travail. Puisque j'ai été même interpellé par une maman qui m'a reconnu en cours des routes, qui m'a dit mon fils, je m'irai à ce que tu interpelles les autorités puisque tu es la voix. Et aussi, je vais un peu rebondir à ce que le professeur Yeni a parlé. Il a dit que c'est vrai, certainement, il faudrait reconnaître qu'il y a flambé de prix. Ça, je suis totalement, évidemment, tout à fait, ça, il faudrait les reconnaître, puisque si ici, je ne les reconnais pas, donc ça veut dire que je suis en train de très mal communiquer. Certainement, il y en a assez là, mais il faudrait se poser des questions. C'est dû à quoi? Alors, la monnaie, sans vous arrêter, la monnaie, c'est l'un des indicateurs d'une bonne santé économique d'un État. Évidemment. Quand la monnaie se dévalue, c'est-à-dire l'économie perd un peu de sa valeur. Évidemment. Alors, donc notre économie va de mal en pis. Vous savez, il faudrait que nous puissions revoir certaines choses, notamment avec les opérateurs économiques congolais, il faudrait les dire, puisque nous trouvons ça comme étant un sabotage avec les opérateurs économiques, puisque tout a été déjà normalement fixé. Même quand vous allez au niveau du ministère de l'économie, vous trouverez les prix qui sont fixés. Il n'y a même pas, le ministère de l'économie n'a pas fait un point de presse pour présenter, pour démontrer à suffisance qu'il y a augmentation de biens sur le marché. Le prix est resté intact, que ce soit le transport et tout ce que nous savons, les denrées alimentaires, etc. Donc il faudrait que nous puissions revoir au niveau des opérateurs économiques. Soit il y a un sabotage qui est organisé, mais aussi il faudrait rappeler que ce que nous sommes en train de vivre ici en République démocratique du Congo... Donc monsieur Ritsoaka reconnaît que les prix des denrées alimentaires sur le marché... Je reconnais étant scientifique, je reconnais étant patriote, je reconnais étant congolais. Je vis à Kinshasa, j'ai constaté une bouteille d'eau qui coûtait 500 francs aujourd'hui vaut 600 à 700 francs aujourd'hui. Voilà. Un sucre qui coûtait 700 francs vaut à 800 à 1000 francs. Je reconnais étant scientifique et je ne peux pas me voiler la face. Je suis congolais et il faudrait expliquer à ce Congolais qu'est-ce qui se passe. En d'autres termes, ça veut dire que l'État, la situation générale est en train de se détériorer. Je dis soit il y a un sabotage avec les opérateurs économiques, c'est qu'il faudrait que nous puissions revoir. Vous savez, ça fait pratiquement plus de 4 à 5 mois dont le ministre de l'économie qui était de notre parti politique a été totalement chassé de son poste. Aujourd'hui, le ministère de l'économie est géré par X personnes et il joue l'intérim. Ça, nous savons ce qui est en train d'être fait. Même si nous sommes en train de déplorer, ça fait pratiquement plus de 4 à 5 mois qu'il y a l'intérim qui est en train de traiter cette affaire-là. C'est une très mauvaise chose. Alors. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise chose. Dans une démocratie, il faudrait revoir cela. Et ça, j'interpelle à nos autorités. Deuxièmement, je parle des opérateurs économiques, puisqu'il faudrait que nous puissions revoir au niveau du secteur de l'économie le prix qui sont fixés. Si les opérateurs économiques fixent le prix comme ils veulent, il faut qu'il y ait des sanctions. Nous sommes dans une démocratie, dans une république où il y a des lois, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais ici il faudrait aussi rappeler que l'augmentation de biens sur le marché de biens et services n'est pas qu'en République démocratique du Congo. Je demande aussi au professeur de faire un tour sur l'économie de l'Afrique du Sud, faire un tour sur l'économie de la France, faire un tour sur l'économie du Congo-Brazzaville. Vous allez trouver qu'avec cette guerre russo-ukrainienne, cela a affecté sur les économies du monde. Les gens tentent de ne pas comprendre ou de faire semblant. Mais il y a des nations qui subissent. Si je comprends bien, par exemple, même la dévaluation de la monnaie congolaise, c'est dû notamment à cette guerre russo-ukrainienne. Non, mais nous sommes dans une économie extravertie. Les professeurs qui est en face de moi reconnaissent cela. Dans une nation qui ne produit pratiquement rien, il faudrait le dire, depuis même le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Nous ne produisons pratiquement rien, mais nous achetons tout ce qui vient de l'étranger. Et donc, si sur ces marchés internationaux, il y a une guerre qui s'impose, et cette guerre affecte même les économies des uns des autres pays. Prenons par exemple en France aujourd'hui, je sais que votre chaîne elle est totalement suivie. Vous savez que le Français pleure sur le bien qui est augmenté en France, c'est-à-dire les denrées alimentaires, même le prix des carburants. Là, c'est normal, parce que la Russie a bloqué, a fermé ses gaz. Non, mais pas simplement les gaz, même les denrées alimentaires. Mais cela affecte aussi notre économie, puisque je vous ai rappelé ici, une économie extravertie, dépendante de l'extérieur, avec une balance commerciale déficitaire,
Vous vous attendez à quoi? Et je tiens à rappeler à un certain moment sous le régime de Tshisekedi, j'avais aimé l'ancien ministre de l'Industrie à l'époque, Germaine Kaminga, qui avait animé, il était animé d'une bonne esprit à parler de Made in consommant congolais à un certain moment. Je ne sais pas où ce programme est parti, puisque Made in DRC, c'était un programme dont il fallait produire localement, puisque la production localement permet à ce que vous vendiez ce que vous pouvez, faire entrer les devises, et ça permet que l'économie puisse avancer. Donc il faudrait reconnaître tous ces paramètres, mais je demande à ce que le gouvernement table sur cette question, puisque le social du peuple congolais est très capital. Les Warriors sont en train de très bien gérer le pays. Le Warrior travaille, il faut regarder les secteurs. Il travaille très bien. Il faut regarder les secteurs, bien qu'il y a de quoi quelque part, mais il faudrait toujours dire que là où il y a de quoi, que nous sommes en train de rappeler à cela, de faire leur travail. Il faut être honnête quand on est scientifique. Professeur Diény, il a parlé en tant que scientifique, il s'est débarbouillé un peu de sa casquette de politique. Il a reconnu que justement l'économie mondiale va très mal, cela a une conséquence sur l'économie nationale. Le mettre sur le dos des gouvernants serait quand même un peu mal orienter les choses. C'est une situation qui est mondiale et donc ça se justifie que les biens des denrées alimentaires puissent augmenter. Bon, ce qui est vrai que dans cette économie mondialisée, hein, l'interdépendance entre différentes économies affecte toujours, lorsqu'il y a mouvement quelque part, il y a toujours des répercussions sur le reste des économies. Je crois bien que nous avons tous suivi ce qui s'était passé en 2008 avec la crise américaine, la crise immobilière. Et aujourd'hui, c'est que certes, la guerre russo-ukrainienne a de l'impact sur l'économie mondiale. Mais en interne, chez nous, en interne, en parlant de 2008, Mozito arrive au pouvoir, il est face à ces chocs. Les chocs étaient exogènes. Maintenant, sur le plan intérieur, endogène, les gouvernements devraient en principe prendre des mesures pour essayer un peu d'atténuer les chocs. Mais chez nous, le grand problème est celui-ci. Il y a certes... Au Ghana, on a suivi les médias. Le carburant a doublé, les prix du carburant a doublé. Oui, on peut parler, on peut dire ça. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Oui, on peut dire ça. Quand même à féliciter. Maintenant, au Congo, comme l'a dit mon ami, prenons pratiquement juste le secteur des transports. C'est un secteur qui n'est pas régulé. Or, le gouvernement est là aussi pour réguler ces secteurs. Fixer le prix, faire à ce que ces prix soient respectés par les transporteurs. Au niveau du contrôle qui poserait peut-être problème. Oui, c'est ça la régulation. Juste, l'État doit s'imposer. En ce qui concerne l'économie, lorsque le prix sont fixés, il revient au ministre du veiller. Depuis le départ de celui que vous avez présenté comme étant inapte, comme étant celui qui est parti. Je pense que depuis son départ jusqu'à présent, la situation devient de plus en plus intenable. Parce que lorsqu'il y a flambé de prix, lorsque le gouvernement n'arrive pas à mettre le prix sur le marché, il y a un intérimaire. Mais l'intérimaire, c'est ce que je dis, depuis que l'intérimaire est là, apparemment l'intérimaire ne bouge pas. Parce qu'on ne peut pas concevoir cette réserve de plus de 4 milliards et avec pratiquement la non-maîtrise du cadre macroéconomique. C'est vraiment un concept. On suppose qu'avec cette réserve, on peut déjà effectuer des achats à l'extérieur, parce qu'on est dans une économie, comme l'a dit mon ami, une économie pratiquement extravertie. En fait, nous dépendons aussi de ces fluctuations internationales. Et n'oublions pas que ces conflits russo-ukrainiens a eu aussi un impact positif sur notre économie. En termes de la flambée de prix de matières premières. C'est là il y a aussi des conséquences sur l'augmentation du volume pratiquement de nos entrées en termes fiscaux et d'autres. Voilà pourquoi nous avons réalisé ces prouesses fiscales. La pratique au Congo, c'est quand on voit les prix des denrées alimentaires augmenter, la monnaie se dévalue, on a tendance à dire que ce sont les gouvernants qui dirigent mal. Mais la communication que nous devons faire ici, c'est que c'est une situation qui ne dépend pas de nos dirigeants. Il y a une situation qui est mondiale. C'est ce que vous cherchez à faire comprendre. Non. La situation, j'ai dit, la situation est mondiale. Il y a des chocs exogènes, mais sur le plan endogène, sur le plan interne, les gouvernements devraient en principe prendre des mesures pour essayer un peu d'atténuer les chocs. Je vous ai donné l'exemple pratiquement du gouvernement Mozito.
lors de la crise de 2008, hein, de la crise immobilière aux États-Unis, qui a eu de l'impact sur les économies mondiales. Comment Mouzito a pu maintenir les taux à 90? Aujourd'hui, cette crise a aussi des conséquences très positives sur notre économie avec la flambée de prix de matières premières. Et cela a entraîné pratiquement un boom financier en termes d'abord avec l'augmentation de prix de matières premières sur le marché. Cela a entraîné pratiquement l'augmentation de nos recettes fiscales. Avec cette montée des réserves de change, ça aurait pratiquement aidé le gouvernement congolais à maîtriser le prix, mais il y a un problème de régulation. C'est-à-dire quoi? Les gouvernements, ceux qui gèrent certains secteurs, n'arrivent pas à réguler, à s'imposer. Prenons pratiquement les transports dans la ville de Kinshasa. Nous prenons juste le prix on n'a jamais vu ces ministres intérimaires. Celui qui assume aujourd'hui l'intérim sur le marché, en train de vérifier, de certaines histoires, ni non plus ses services sur le marché. Et c'est là de l'impact sur la vie des Congolais. Monsieur Papi Dionso, votre point de vue sur cette question? La question de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, de la dévaluation de la monnaie nationale, c'est le Congo va de mal en pis. Non, nous ne pouvons pas dire que le Congo va de mal, à mal. Non, non. L'un de nous sur ce plateau vous a dit que c'est une situation mondiale. Mais notre ami d'en face vous dit non, le gouvernement devait prendre des dispositions pour atténuer les chocs. Réguler. Alors, réguler. Alors que l'État est absent sur le marché. C'est-à-dire les particuliers fixent les prix comme bon les semble. Et se réveille un matin, un pain qui coûtait 500 francs, il le met à 1000 francs. Il n'y a personne qui peut le contrôler. Voilà. Et c'est les peuples qui payent les prix les plus hauts. Je suis en arrivant. Vous lui avez même donné l'exemple du Ghana. Je pense Ghana, Ghana, oui. Où les prix du carburant a doublé. Il a fait fi. Il n'a même pas voulu en parler. Et si tel était le cas au Congo, je pense qu'il aurait peut-être 1000 mots à dire sur ces plateaux. Le problème, c'est que le régime que nous avons remplacé s'était organisé pour enterrer toute l'économie. Et nous sommes venus pour la relève. Imaginez-vous, peut-être sur le plan du transport, il se pose un problème du contrôle. Parce que l'État a déjà fixé... Non seulement l'État, dans tous les domaines de la vie. Moi, je parle d'abord sur le plan du transport en commun. L'État congolais a déjà fixé les prix. Mais il arrive maintenant au ministre ayant cette matière dans ses attributions de contrôler si les mesures qui sont prises par l'État sont respectées. C'est là où les bas blessent. Là aussi, Chérubin Okende est déjà parti. Oui, mais... Ça fait déjà plus d'un mois. Exactement, il y a peut-être un intérimaire qui pourra prendre des solutions palliatives quant à ça. Bon. Imaginez-vous que le régime précédent avait enterré toutes les sociétés de l'État au profit des sociétés privées. Aujourd'hui, Oriama n'existe pas. Gécamine était par terre. L'Amiba était par terre. Nous avons des expatriés qui maintiennent l'économie congolaise entre leurs mains. Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé qu'il y avait coulage des fonds. Un opérateur économique qui fait entrer sa marchandise, je peux prendre 50 000 conteneurs qui ne payent pas l'impôt, qui ne payent pas les taxes. C'est sous votre contrôle, vous, des sacrés de la nation. Donc vous êtes en train de décrire, vous décriez vos échecs à vous. Le problème, c'est... Non, on ne décrit pas l'échec. Le problème, c'est le succès, selon quelqu'un qui ne payait pas l'impôt, s'il vous plaît, quelqu'un qui ne payait pas l'impôt, quelqu'un qui ne payait pas les taxes, il pouvait mettre un prix qui lui valait. Et aujourd'hui, le président de la République dit que tous ces opérateurs économiques doivent payer les impôts, doivent payer les taxes, et donc les prix. Bon, allez-y. Les prix des denrées alimentaires ne pouvaient pas rester le même. Il faille qu'il y ait une augmentation, mais ce que nous demandons à la population congolaise, c'est d'être calme. Et de souffrir. Non. Et de continuer de souffrir, parce que rester calme, ça dit quoi? Toute population dans le monde entier, pour arriver à un but,
il faut commencer par la souffrance. Donc il faut que nous continuions à souffrir. Quand nous venons dans le monde, acceptez d'abord de souffrir. J'ai dit, quand nous venons dans le monde, pendant que vous nous venons par la souffrance. Vous voulez pousser les gens à continuer à souffrir pendant que vous faites des choses. On ne dit pas que les gens continuent. On ne dit pas que les gens continuent à souffrir. L'État est là pour prendre des mesures. Je vous donne un exemple. Quand vous venez ces mesures-là, vous les prendrez quel jour, Papi Dionso? Il n'y a pas un jour déterminé. Vous les prendrez quel jour? L'État fonctionne tous les jours. L'État fonctionne tous les jours. Vous laissez et les mesures sont prises. Le problème que nous dénonçons ici, c'est au niveau du contrôle. Quand l'État prend une mesure, est-ce que cette mesure-là est contrôlée? Nous le faisons dans certains domaines. Très bien. Mon cher ami, nous y allons mollo. Mollo. Merci beaucoup, Papi Dionso. Premier sujet, peut-on aller aux élections en temps de guerre? Monsieur Tshisekedi, j'aimerais que vous puissiez réagir par rapport d'abord à ce que M. Kagame a dit. Le chef de l'État rwandais, il dit pour moi, si ce problème persiste, c'est parce que certains continuent à le voir juste comme un problème de l'Est de la RDC et non comme un problème de la RDC. A-t-il raison ou tort? Vous savez, je vais rebondir un peu. J'aimerais dire au professeur que l'État congolais est en train de subventionner certains secteurs de l'économie, il faudrait le dire ici, puisque au niveau du ministère notamment des hydrocarbures, vous savez bien qu'il devrait avoir en principe augmentation de prix sur, de carburant, mais l'État congolais a subventionné, c'est-à-dire aujourd'hui si vous achetez un litre par exemple à 3 000, augmentation, il faut reconnaître quand même. Tout à fait, légère augmentation, alors que dans certains pays, notamment vers Congo-Brazzaville ici, en face, même en Angola, il y a vraiment augmentation de prix. Mais nous avons eu à subventionner. Certes, la politique de subvention est une bonne politique, mais attention, lorsque l'État commence à subventionner tous les secteurs de l'économie, l'État s'affaiblit. Et donc, si l'État n'a plus de moyens de mobiliser des recettes ou qu'il est bloqué, la politique de subvention fait en sorte que l'État souffre. Puisque l'État, n'est-ce pas, doit mettre tous les mécanismes en place, enfin, de répondre aux problèmes de tout ça. Mais nous sommes aussi dans un principe... Le carburant, normalement, nous devrions, nous, en tant qu'État congolais, avec toutes ces potentialités que nous avons, nous devons être à même de produire localement, tout à fait, de consommer localement, mais importer. Évidemment, c'est ce qui doit être fait, puisque vous savez bien avec... Qui n'a pas été fait pendant les 5 ans, qui ne sera pas non, mais il faut faire beaucoup attention. Donc, je vous rappelle ici que nous avons fait appel, lancé l'appel d'offres de valoriser les 27 blocs pétroliers, chose qui n'avait pas été faite à l'époque, pour que l'État ait les moyens de sa politique. Attention, puisque lorsque vous faites un appel d'offres, c'est-à-dire que l'État aura les moyens de sa politique, nous pouvions relancer notre entreprise Saucir, qui est quasiment morte, soit créer d'autres entreprises pétrolières, puisqu'il se pose un problème avec les hydrocarbures congolais. Ça veut dire quoi? Vous avez fait les études de pétrole et gaz. Je suis expert en ça. Expert pétrole et gaz. Tout à fait. La relance de Saucir demande combien? Saucir, évidemment, c'est dans les 1 milliard quelque chose de millions de dollars. C'est 1 milliard quelque chose. Plus d'1 milliard. 1 milliard quelque chose, plus d'1 milliard, mais pour construire une nouvelle raffinerie, ça vaut pratiquement dans les 5 milliards de dollars. Cette somme, c'est pas que l'État congolais manque cette somme-là. Nous pouvions en avoir. C'est pourquoi lorsqu'on lance un appel d'offres, n'est-ce pas, ça permet à ce que l'État ait des entrepreneurs ou des entreprises qui voudraient, n'est-ce pas, venir exploiter, souscrire, évidemment, et nous lancer dans ça pour que nous ayons des moyens. Aujourd'hui, il faut féliciter ces gouvernements avec Félix Tshisekedi, puisque même l'exploitation, les dégazages du lac méthane Kivu, aujourd'hui qui est lancé par le ministre Didier Boudimbo, et dont les entreprises ont accepté de venir pour que l'on puisse exploiter ces gaz, puisque les gaz du lac Kivu produit de l'électricité. Le Rwanda l'a déjà fait, ça fait pratiquement plus de 5 ans, et le Rwanda produit l'électricité avec les gaz méthane du lac Kivu. Nous, on avait un problème à l'époque avec l'ancien régime, puisqu'on avait fait l'appel d'offres. Il fallait d'abord, comment dire, dégager ce lac, ce gaz qui était... oui, c'est-à-dire que le gaz, le lac avait changé notamment le couleur, puisqu'il y avait l'accumulation des éléments chimiques qui pouvaient provoquer une exploitation, n'est-ce pas, de ces lacs. Ça pouvait créer de morts, puisque vous vous souviendrez, au Cameroun, les lacs Nyuki s'est explosé dû à cette, n'est-ce pas, l'accumulation, la concentration des gaz méthane, parce que le gaz méthane est très dangereux, très toxique aussi. Alors, à l'époque, avec le régime de M. Kabila, parce qu'il faudrait dire que ces gens ont détruit ces pays, il y avait une entreprise qu'on appelle Claire qui avait gagné le marché, qui avait mis pratiquement 1 milliard de dollars pour pouvoir exploiter ces gaz-là. Mais à l'époque, avec l'ancien régime, cela n'avait pas été fait. Ils ont fait appel à une entreprise tunisienne que nous appelons IPPM. IPPM est arrivé dans la partie est de la République. Au lieu d'exploiter les gaz méthane, il s'est lancé dans les cuivres, colbate, manganèse, etc. Et nous sommes restés comme ça. Mais avec Didier Boudimbo, nous avons vu ce qui est en train d'être fait. Et donc, c'est pour dire qu'il y a la volonté politique. Donc, la subvention
disons, l'État est en train de subventionner certains, est-ce que l'État puisse subventionner tous les secteurs, ça créerait des problèmes. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de qu'on puisse relancer ce que nous appelons l'économie nationale. J'entre dans ça, l'économie nationale, puisque lorsque nous relançons l'économie nationale, nous produisons localement, nous allons avancer. Notre plus grand souhait, c'est que le lancement, l'appel d'offres puisse que des entreprises sérieuses puissent souscrire. Tout à fait. Et que l'État congolais puisse véritablement en bénéficier. Il faut la rigueur de l'État. Qu'il n'y ait pas de contrat léonin comme on l'a vu avec le contrat chinois. Tout à fait. La question de M. Kagame. Voilà. Vous savez, si ces problèmes persistent, c'est parce que certains continuent à le voir juste comme un problème de l'Est de la RDC et non comme un problème de la RDC. Non, vous savez, le problème ici avec Paul Kagame, notamment, il faudrait dire qu'aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement et à l'engagement du président de la République, M. Paul Kagame est essoufflé. M. Paul Kagame est perdu. Pourquoi? Puisque je vais rappeler, si bien que certains refusent d'accepter que l'accord de l'Émirat existe, l'accord de l'Émirat du 27 octobre 1996. J'étais avec M. India Omari hier. Non, mais il ne le dira pas. Il ne le dira pas. Ils ne vont pas le dire. Mais nous vous rappelons, étant intellectuels avec des recherches. Non, nous vous disons que cet accord existe. Et là, s'il refusait l'accord de l'Émirat, bon, revenons un peu avec cet accord du CNDP en 2009. Si vous lisez même les accords du CNDP de 2009, vous comprendrez qu'avec l'accord de l'Émirat, ça va de pair. Et donc ici, il ne faudrait pas remettre en cause. Il refuse l'accord de l'Émirat. Sans vous couper, quel est l'élément qui choque le plus dans l'accord de CNDP? Là, ce qui choque, c'est les brassages et les mixages. C'est ce qui choque. Dans l'accord, il est dit que le gouvernement négocie ou va intégrer, va amnistier les rebelles congolais, pas des rebelles rwandais. Non, l'accord le dit, mais les M23, ce sont des rebelles congolais ou des rebelles du M23? Non, dans l'accord, il est dit que ce sont des rebelles congolais, pas rwandais. Non, écoutez, dans l'accord, il avait été prévu que l'on fasse le brassage et le mixage, pas avec les rebelles congolais, puisque les rebelles congolais n'ont pas, n'est-ce pas, adhéré dans ce que vous savez. Ça a été de rebelles rwandais qui ont adhéré dans l'armée congolaise. Restons sur le principe. Donc, sans vous arrêter, hein, Monsieur Eric, c'est très bien votre argumentaire. Restons sur le principe. Quand on lit l'accord, est-ce qu'il est dit rebelles rwandais dans l'accord ou rebelles congolais? Dans l'accord du CNDP, le gouvernement congolais discute avec qui? Avec le CNDP, le mouvement rebelle. Le M23, c'est un mouvement rebelle de quelle nation? N'est-ce pas du Rwanda? Non, réfléchissons, prenons la logique. Le M23 est un mouvement rebelle soutenu par la République du Rwanda, n'est-ce pas? Dont les Rwandais ont envoyé les militaires, l'armée rwandaise RDF sur le sol congolais. Et donc, lorsque vous discutez, vous dialoguez avec le rebelle congolais ou vous dialoguez avec les rebelles rwandais. Ceux qui ont été arrêtés, notamment, vous savez, il y a des militaires rwandais qui ont été arrêtés dans la partie est de la République avec des équipements rwandais, avec la tenue rwandais. Sont-ils des rebelles congolais ou sont-ils de Rwandais? Et donc ici, il ne faudrait pas tomber sur le piège de Paul Kagame, puisque Paul Kagame voudrait faire croire que le problème du Congo, c'est aux Congolais. Alors que le vrai problème qui se pose ici, c'est que les accords qui ont précédé, ces accords disent clairement que le brassage et les mixages devraient être organisés et faits au niveau de l'armée. Nous devrions accepter le Rwandais au sein de notre armée, au sein de notre administration. Dans l'accord, on n'est pas dit Rwandais. Dans l'accord, c'est écrit les Congolais. Non, mais c'est ce que je vous dis. Lu l'accord. On vous dit les Congolais. Oui. Mais le M23 est soutenu par qui? Si ces rebelles sont des Congolais, ils devraient être soutenus par des Congolais. C'est ça, il faudrait ici réfléchir. Les gens du FCC de l'époque disent que nous n'avons jamais intégré les Rwandais dans notre armée. Acceptons cette hypothèse-là. Parce que dans l'accord, nous avons signé avec les Congolais, mais pas les Rwandais. Acceptons cette hypothèse-là. S'ils savaient réellement que ce sont des Congolais, pourquoi ne laissent-ils pas que les Congolais gèrent cela? Pourquoi le Rwanda soutient les M23? Bon, acceptons que ce que India Omari vous a dit, puisque c'est une intelligence que j'aime aussi beaucoup. S'il vous a dit que c'était pour les Congolais. Mais que vient faire le Rwanda sur le territoire congolais? Voyez-vous? Et c'est pour cela que je vous dis ici que l'accord de l'Émirat qui a été... comment il s'appelle? Biariman a été là. L'accord de l'Émirat dont Moussa Laurent Désiré Kabila a signé pour qu'il accède facilement en République démocratique du Congo, dont nous avons crié à une sorte de libération,
alors que c'était une occupation, je dis, illégitime sur les territoires congolais. C'est vrai que l'armée rwandaise, à un certain moment depuis Mobutu, a été déjà, on a infiltré le Congo déjà depuis 1970, il faudrait le dire ainsi, puisque même Mobutu avait des généraux, etc. rwandais. Mais c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila qui a légitimé, n'est-ce pas, cette présence rwandaise sur les territoires congolais. L'opération turquoise, vous en savez un peu plus. En 1994, lorsque la communauté internationale, pour citer par là, nous avait demandé de loger les Banyamulenge, je ne dirais pas des Banyamulenge, les Rwandais qui sont allés prendre la montagne, ils ont habité sur la montagne des Moulengue pendant des temps et qui sont devenus d'office congolais, dont nous les avons reconnus, nous leur avons donné la nationalité congolaise, ils se disent aujourd'hui congolais. Toutes ces choses font en sorte que ces pays soient hypothéqués, raison pour laquelle M. Paul Kagame est en train de commencer à tirer sur les Congolais, puisqu'il connaît que le Rwanda est cette nation qui agresse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Éric Tshiswaka. Eh bien, les accords, l'accord de CNDP avec le gouvernement congolais signé. Les kabylistes disent nous n'avons jamais signé avec les Rwandais. Je reprends leur intervention. Nous avons signé avec les Congolais, même ce que je vous ai dit tantôt. Dans l'accord, il n'est pas dit que nous avons signé avec les Rwandais. Ce sont les Congolais avec qui nous avons signé. Nous avons prévu une amnistie générale, la transformation du CNDP en parti politique, l'intégration de tous ces rebelles au sein de la police et de l'armée, le démobilisation et DDRC, ouais. Tout ça. Désarmement, démobilisation, réinsertion sociale. Réinsertion sociale, tout ça, mais eux ne reconnaissent pas cette responsabilité-là. Professeur Idi Yeni, ça c'est un fait, c'est pour se défendre bien sûr. Mais que répondez-vous d'abord à cette question que je posais tantôt à M. Tshiswaka, que pour moi, si ces problèmes persistent, c'est parce que certains continuent à le voir juste comme un problème de l'Est de la RDC et non comme un problème de la RDC. Bon, en fait, dans la rhétorique de Kagame, je pense que c'est une manière de dédouaner les Rwandais. Hein? Mais je pense je vais un peu qu'a évoqué mon ami Éric Tshiswaka en disant que tout part deux accords ou de l'accord de Lemera. Nous prenons dans son article 4 cet accord qui témoigne net et clair que dans sa victoire finale, l'AFDEL accordera 300 km² de terres à l'Ouganda, Rwanda et Burundi. Ça a même été intégré dans la Constitution. Là, je rappelle. Article 217. Ramène juste à l'article 217 tout à fait, de la Constitution de Belgeron. Tout à fait. Et avec ces différentes rébellions soutenues par l'Ouganda, Rwanda, Burundi. Tout à fait. Qui vont encore légitimer cette action en disant que les Congo peut céder une partialité juste de son territoire. Son territoire. Et vous avez encore l'accord du 23 mars 2009 avec Kunda Batouare et l'accord du 9 décembre 2013 avec les CNDP. Mais aujourd'hui, évoquons encore la charte de l'EAC dans son article 4. Cette charte reprend pratiquement le même disposition évoquée par ces différents textes. Sans vous arrêter, professeur, si vous avez déjà évolué dans votre raisonnement, permettez que je revienne un peu en arrière. Vous avez évoqué l'article 217 qui reprenait les engagements de l'accord de l'Émirat dans la Constitution. Oui. Si je peux lire à l'intention de nos téléspectateurs. La République, article 217 de la Constitution. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de son territoire de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Parce qu'à un certain moment, ça en piège. Pour certains juristes, ils croiraient que abandon partiel. Lorsque vous accédez à une organisation internationale, on suppose que vous cédez une partie de votre souveraineté, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Là, on demande que le gouvernement congolais, donc les acteurs politiques congolais, peuvent céder la partialité de leur souveraineté territoriale pour l'unité africaine. Pour l'unité donc le Rwanda, le Ouganda et tout ça. Là, juste, tout à fait. Là, juste le législateur voyait plus
le règlement de la question des survies qui s'est fait entre les Hutus et les Tutsis. Évidemment. Au Rwanda, Burundi et Ouganda. C'était ça juste la grande question évoquée. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, les Tutsis sont présentés comme étant la deuxième minorité au monde après la minorité juive. D'ailleurs, ils sont présentés comme étant les descendants de la reine de Saba, et avec Salomon. Les enfants que Salomon y avec, donc sont des juifs noirs que l'humanité est censée protéger. Hein? C'est comme ça que vous verrez tous ces grands leaders africains, notamment Mandela et autres, ont travaillé pour déstabiliser la RDC au profit de ces communautés. Voilà pourquoi moi, quand le jour de la mort de Nelson Mandela, quand je voyais mes chers compatriotes pleurer, je disais, mais un ennemi vient de partir, mais Congolais ignorants que nous sommes, on est en train de pleurer. Parce que quand Mandela, sous les différentes rébellions, nous avons vu l'attitude d'une entreprise de la place, d'origine sud-africaine, une entreprise de communication. À l'époque, cette entreprise continuait pratiquement ses investissements, disant que même si la partie est occupée aujourd'hui, demain, et cette entreprise a joué un rôle important dans la pacification de la RDC. Une pacification stratégique. Voilà pourquoi je dis toujours, jusqu'à présent, 1 minute alors. Le Rwanda ne reconnaît pas pratiquement son action nocive sur les Congos. Mais bon, en fait, je dis, il revient aux Congolais de défendre leur espace. Il revient aux Congolais de s'organiser pour gagner cette guerre. Militairement alors, parce que la dimension diplomatique est là, parce qu'on n'a jamais gagné une guerre sans la diplomatie. La diplomatie doit rester le maître mot, mais tout en essayant un peu d'acheter plus, acheter des armes, renforcer les capacités de notre armée, payer pratiquement bien nos militaires, renforcer la quantité budgétaire de l'armée, l'achat de matériel de guerre, faire la guerre et la diplomatie au même moment. Merci beaucoup. Kagame, je dirais aujourd'hui, Kagame présente encore dans son esprit ses velléités belliqueuses. C'est vraiment un monsieur qui pense que un jour, ce petit crapaud va avaler le grand éléphant que nous sommes. Papi Dionso, peut-on organiser les élections en temps de guerre? Nous ne sommes pas encore là. La question est le propos de Paul Kagame, mais je ne suis pas intervenu. Justement, c'est ça même le sujet que j'ai ouvert en posant cette question-là. Avant de venir sur la question, peut-on faire les élections en temps de guerre, je voudrais un peu placer aussi un mot comme mes co-débatteurs l'ont fait, par rapport au propos de Paul Kagame qui dit, j'avais noté quelque part, si ce problème persiste, c'est parce que l'on me voit comme un problème. Exactement. La deuxième, il faut connaître comment les autres l'ont utilisé. Et la troisième chose, il faut connaître aussi l'utiliser. Si nous prenons la première hypothèse, Paul Kagame connaît comment la guerre de l'Est a commencé. Paul Kagame connaît comment les autres l'ont utilisé et lui-même sait comment utiliser cette guerre via le M23. Et donc, il y a un professeur qui m'a dit la définition, l'explication de la définition se trouve dans la définition elle-même. Et donc, lorsque Paul dit certains, si les problèmes persistent parce que certains me voient comme si je suis le problème. Bien évidemment, le président de la République a indexé les doigts au Rwanda que c'est lui qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Vous avez soulevé un problème de cet article 217. Bien évidemment, nous avons vu un député européen qui nous a dit cela prouve à suffisance que Joseph Kabila y est pour quelque chose. Ce député européen nous a dit que nous sommes allés chercher, lorsqu'on a exécuté le plan de tuer Mouzé, nous sommes allés chercher un jeune de nationalité rwandaise parce que nous savons qu'avec lui, nous allons le manipuler. Et cette manipulation est intervenue
dans l'article 217 que vous avez énuméré ici. Si India Omari est considéré comme une intelligence par certains, et donc moi, je ne les considère pas comme une intelligence, mais je les considère comme étant une malédiction pour les Congo. S'il vous plaît, non. Je suis très élégant. Vous ne pouvez pas aller dire ça d'une personne, en tout cas. Non. Non, s'il vous plaît, retirez ça, monsieur Papi. Je retire, mais je m'explique. Oui. Il vous dit que nous avons discuté avec les Congolais. L'accord de l'Emera qui est soulevé ici, est-ce que l'Emera, c'est un hôtel qui est au Rwanda? Est-ce que c'est un hôtel qui est au Congo? Quand on dit l'Emera. Donc, comment les Congolais peuvent signer un accord d'eux-mêmes, mais non pas sur leur territoire? Ils vont aller dans un autre territoire étranger. Ce qui est un mensonge. Il vous dit encore, c'est avec les Congolais. Nous prenons l'accord du CNDP. Nous prenons l'accord de 2012, je crois, les 12 mai et les 18 mai, qui a été signé à Rubavu. Est-ce que Rubavu, c'est un territoire congolais? Non, c'est un territoire rwandais. Ouais. C'est pour démontrer à suffisance les propos mensongers de notre cher aîné India Omari. Parce que nos chers aînés là, ceux qui entouraient Joseph Kabila étaient vaccinés par le vaccin plutôt de la Kabylie, qui fait en sorte que le mensonge soit exposé sur la place publique. Je réduis maintenant à votre question, peut-on faire les élections pendant... Non mais les co-débatteurs ont beaucoup plus parlé que moi. Pratiquement à la fin, mais je vous donne 30 secondes pour finir. Je ne saurais pas répondre en 30 secondes quant à cette question qui est très pertinente. Je reviens vers vous, M. Papi Diosso, ce n'est pas un problème. Monsieur Eric Tiswaka, vous avez aussi le nombre de minutes que vos co-débatteurs. Est-ce qu'aller en guerre en période Est-ce qu'on peut aller aux élections en période de guerre? Je crois que ce n'est pas la première fois que nous organisons des élections en période de guerre. Vous vous souviendrez, en 2018, une partie de la RDC n'a pas participé aux élections, bien que ce n'était pas notre désir, ce n'est pas le désir de tous les Congolais. Chose vraie est que nous voulions que tous les Congolais participent aux élections, puisque c'est un droit. On ne peut pas priver les autres d'y aller, les uns de ne pas les faire, c'est un droit. Mais nous pensons que le gouvernement est en train de tabler sur cette question et est en train de mettre des stratégies. Vous avez suivi, même le président Tshisekedi, je crois au sommet organisé en Suisse, je crois Concile Human, hein, où il a parlé, il a dit que la guerre que nous sommes en train de vivre ici pourrait influencer sur les organisations des élections, mais il n'a pas dit que l'on ne va pas organiser des élections, puisque la CENI jusqu'à ce moment est en train de faire son travail. On est en train d'enrôler le citoyen congolais et le gouvernement qui est censé mettre les moyens est en train de mettre les moyens. Mais notre désir, notre devoir, nos obligations ou l'obligation du gouvernement, c'est que avant que nous arrivions au mois de décembre, il faudrait que nous puissions réussir à instaurer la paix. C'est un travail de titan, puisqu'il faudrait dire que le gouvernement s'est mobilisé pour la partie est de la République. Notamment, le gouvernement a mis en place ce que vous appelez la loi de la programmation militaire. Ça veut dire que c'est l'engagement du gouvernement, la loi de la programmation militaire, qui a aujourd'hui, dont l'armée congolaise reçoit pratiquement 1,8 milliard de dollars. C'est pour accompagner l'armée congolaise à faire ce travail. Un document de la politique militaire a été mis en place pour aussi l'organisation de tout ça. Donc ça veut dire que la détermination du gouvernement, c'est que nous puissions réussir à instaurer la paix, afin que l'organisation des élections, que tous les Congolais y participent. Hier, c'était Beni qui était privé. Et donc, nous n'allions pas accepter aujourd'hui une partie. Vous savez qu'à un certain moment, il y a certains qui ont dit que on peut aller aux élections sans Bunagana, sans Kiwanja, sans une partie de Rutshuru. J'ai dit le désir du gouvernement, c'est que tous les Congolais participent aux élections. Ça, c'est le désir de tous les Congolais. Mais ça ne veut pas dire que, comme à Bunagana, à Kishishi, et qu'il y a des problèmes, que nous n'allions pas organiser des élections à cause de cela. Je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans les pièges d'hier, puisque nous sommes un régime des responsables. Nous ne voulions pas faire croire aux autres que nous n'allions pas aux élections
sans cette partie-là, cette partie du retour qui est... Non, mais pourquoi pensez-vous que jusqu'au mois de décembre, nous n'allons pas vaincre la guerre? Puisque lorsque nous disons... Non, je ne dis pas qu'on ne va pas vaincre. Je ne dis pas vous, c'est ce que les autres disent. Quand ils disent que c'est une question de la population congolaise. C'est une hypothèse, tout à fait. On se pose la question, est-ce qu'on peut aller aux élections sans une partie de la population? C'est pourquoi moi je vous dis, ici je porte les casquettes du gouvernement, je le dis, je porte les casquettes du gouvernement, je suis dans la réflexion du gouvernement. Nous sommes au mois de mars. Voyez-vous, ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de mettre en place, les stratégies, la diplomatie, c'est que nous puissions arriver à instaurer la paix, que nous puissions arriver à vaincre cette guerre qui est vécue dans la partie Est. Et donc la position du gouvernement, c'est que tout le monde participe aux élections. Et donc ici, il ne faudrait pas faire croire que les uns doivent partir et les autres doivent rester. Et donc, nous sommes encore au mois de mars. Et dans cette hypothèse-là, même si cette hypothèse pouvait arriver, on ne va pas exclure le peuple en disant, eh bien, nous sommes dans une guerre, les autres ne vont pas aller aux élections, alors que l'ancien régime, bien que c'était un régime chaotique, mais il a au moins organisé des élections en 2018, alors que cette partie de Béni n'avait pas participé aux élections. Et donc, les élections doivent être organisées, c'est un devoir du gouvernement, les élections doivent être organisées. Au même moyen que l'on met le moyen pour l'organisation des élections, c'est au même moyen que l'on met aussi les moyens pour que nous puissions réussir. Mais dans l'hypothèse... Est-ce que si la ville de Kinshasa, par exemple, est en guerre comme une partie de Rutshuru, est-ce que nous pourrons toujours aller aux élections? Mais si Kinshasa est en guerre et que le gouvernement s'est dit, moi ici je parle du gouvernement, et que les acteurs politiques s'est dit, il y a le gouvernement, il y a les institutions, mais également il y a aussi les acteurs politiques. Si les acteurs politiques se décident, vous savez, vous vous souviendrez en 2016, il a fallu que les élections soient organisées. Bien que certains ont pu violer la Constitution, puisque le dialogue n'est pas, le consensus et le dialogue n'est pas au-dessus de la Constitution, puisque la Constitution nous avait obligé l'organisation des élections en 2016. Nous sommes allés pendant plus d'une année. Si les acteurs politiques et que le gouvernement se disent, ben écoutez, nous voulions à ce que nous puissions finaliser ces problèmes pour que nous y allons, pour que nous participions aux élections, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais notre souci majeur, c'est que les Congolais participent aux élections. Je ne voudrais pas ici qu'on prenne les discours du président Tshisekedi pour dire que le chef de l'État a dit, comme nous sommes dans une insécurité, il n'y a pas des élections. Le président n'a pas dit qu'il n'y aura pas des élections. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit, mais non, quand je dis personne, il y a les uns et les autres qui ont pris ces discours pour dire, eh bien, ils préparent à ce qu'il n'y ait pas organisation des élections. Je vous répète ici, tenez-moi par mes mots, les élections seront organisées. Mais notre souci majeur, c'est que toute la population congolaise participe à ces élections. Merci beaucoup, M. Tshiswaka. Professeur Idieni, la même question. On comprend pour M. Eric Tshiswaka que, voilà, nous pouvons aller aux élections malgré tout ça. Parce que 2006, 2011, 2018 ont prouvé que malgré l'insécurité, nous sommes allés aux élections. Et donc 2023, on ne peut pas faire exception. J'ai dit non. Non, pourquoi? Les décors a été déjà plantés. Aujourd'hui, les élections, techniquement, sont impossibles à organiser, techniquement. Sauf que l'on peut organiser politiquement des élections. Ce n'est pas ce que Kadima dit, président de la CENI. Je maîtrise ce que j'ai dit. Technicien. Je maîtrise ce que j'ai dit. Techniquement, les élections sont impossibles. Qu'est-ce qu'on doit croire? Vous, professeur Idieni, vous êtes professeur de Sciences Po à l'Université pédagogique nationale, et Denis Kadima, qui est expert, qui a une longue expérience Vous appelez Denis Kadima expert, et moi vous vous dites professeur, donc je ne maîtrise pas cette question-là. Ce n'est pas votre domaine, vous êtes professeur, oui, ce n'est pas votre... Peut-être c'est une question qui relève pratiquement de ma discipline. Je sais observer ce qui se passe dans la société et comprendre déjà que il y a plusieurs contraintes. Tous juste observons un peu ce qui s'est passé avec l'enrôlement. Déjà sur le plan de la logistique, il s'est posé énormément de problèmes dans le déploiement de matériel. Et c'est là bouleversé pratiquement les calendriers. Jusqu'à présent, on est allé des reports et nous y allons comme ça, des reports en report. Le dispatching de matériel a posé problème, même la qualité des ordinateurs pour l'enrôlement a posé problème. Et je pense que dans les zones à conflit, la situation va perdurer. Hein?
Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas tout simplement juste l'Est de la RDC, mais également Maindombe, avec les conflits Teke-Yaka, ici à Kwamuntu. Cette question prend encore de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de Kinshasa qui est touchée par cette situation d'insécurité, mais également une partie des Kwilu. Donc, cette insécurité à Kwamuntu... Qu'est-ce qu'on devait retenir? On ne doit pas aller aux élections ou comment? Je vous dis, aujourd'hui, techniquement, les élections sont impossibles. Sur le plan politique... Quand vous dites techniquement, vous faites allusion à la technique, c'est-à-dire donc le temps qui nous est pratiquement imparti, hein, le temps ne permet pas la tenue effective des élections. Malgré le calendrier. Le temps, il y a des contraintes logistiques, il y a des contraintes économiques, politiques, hein, il y a des contraintes, bon, en tout cas sécuritaires surtout, qui ne permettent pas que nous ayons des élections. Des élections démocratiques, libres et transparentes. Je crois bien politiquement, tout est parti de la désignation des animateurs de la CENI. Nul n'ignore qu'il y a eu un conflit autour de la désignation entre différentes plateformes membres de confessions pratiquement religieuses. Mais également, même les politiques n'étaient pas d'accord avec la représentation. Qu'est-ce qu'il faudra faire si, comme vous dites, que techniquement c'est impossible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons eu à déplorer cette situation il y a plus de 9 mois. Aujourd'hui, je crois bien la déclaration du chef de l'État, oui, c'était une déclaration. Hein. Peut-être les gens pensent que dans tout discours, il y a les dits et les non-dits de l'acteur. Il faut toujours chercher, un analyste, c'est celui qui cherche à déceler les non-dits de l'acteur. Pour l'acteur, c'est déjà une manière de préparer l'opinion. Peut-être nul n'ignore demain. S'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'il faudra? Demain, nous allons recevoir M. Macron à Kinshasa. Il a une mission précise. Sa vraie mission, c'est celle de préparer déjà les lits. L'après 2023, sans élection. Transition. Comment voyez-vous l'après 2023 sans élection? L'après 2023, c'est une transition qui se prépare. C'est une transition qui se prépare. D'accord. Voilà pourquoi juste Macron viendra. Transition avec le président Tshisekedi. Bon, je dirais, s'il faut rester réellement intellectuel, je pense qu'on aura une transition avec Tshisekedi. Parce que la Constitution. Bon, au-delà de la Constitution. Merci beaucoup. Je pense que la pratique congolaise nous renvoie à dire que le président en exercice, il reste jusqu'à la tenue, hein, jusqu'à la tenue des élections, tout ça. Ça devient pratiquement chez nous une jurisprudence hein, en politique. Donc il va y rester. Mais disons clairement aux Congolais que je reprends la parole. Dans ce discours-là, Tshisekedi a été clair en disant qu'il n'y a pas élection, préparez-vous. Très bien. Ça. Nouvel élan, on vous sent proche de la casserole. Hein, la casserole n'est pas très loin. Non, s'il vous plaît. Je crois bien aujourd'hui, nous cessons de vous démontrer que nous sommes le parti les plus populaire. S'il vous plaît. Vous avez vu aucun acteur politique aujourd'hui ne peut mobiliser de la sorte pas votre temps d'antenne. Dans ces temps de crise. S'il vous plaît. Donc pour dire que nous sommes prêts aux élections, prêts à aller pratiquement aux élections avec notre président. Je reprends la parole. Les Congolais aiment bien cette intelligence qui est de Mouzitou pour écairer la nation. Où les problèmes si vous allez à l'Union Sacrée? Il n'y a pas de problème. L'Union Sacrée avec à la tête, avec cet obscurantisme qui s'est vu au sommet, s'il vous plaît, avec cette ignorance qui conduit aujourd'hui la nation dans la ruine. Les gens disent que et avec cette inexpérience de gens sous le bois, mais on se rapproche de gens qui produisent les sous-développents, des gens qui n'arrivent pas à éclairer la nation. J'ai dit l'épée c'est une malédiction pour ce pays. Et ces régimes, c'est véritablement une malédiction. D'ailleurs, je crois bien. La prochaine fois, je ne vous donne pas la parole, professeur, parce que vous ne voulez pas vous arrêter, même si prochainement, je vais faire un tour de table sans vous. Alors, monsieur Papi Dionso, je vous donne la parole. Ah, vous êtes plein que j'ai failli vous sauter une nouvelle fois. Exactement. Je ne vous donne pas assez de temps. Vous voulez combien de minutes? Alors, monsieur Papi Dionso, deuxième sujet du jour, rapidement.
Emmanuel Macron et la France, partenaires de la RDC, partenaires franches de la RDC ou un partenaire du Rwanda? Avant d'arriver à cette question, laissez-moi présenter mes indignations à tous les étudiants de l'IPEN, parce que si déjà un professeur ne sait pas que lorsque celui qui a les bâtons de commandement retire la parole, il faut laisser la parole, les étudiants auront quel exemple? Voilà vraiment le professeur que nous avons au Congo. Franchement. Il a Non, dit... ça s'appelle débat. Peut-être vous ne maîtrisez même pas la définition du mot débat. C'est ça le mal de l'UDPS. Vous envoyez juste des gens qui ne maîtrisent pas d'abord les contenus. C'est donc ils ont participé à appel à faire. Parce que allez-y bien analyser. Ça s'appelle débat. Dans un débat, c'est diffère pratiquement d'une interview. C'est un débat. Ça, c'est ce que les communs des mortels, hein, comme mon frère Papi Josso ignore, que sans débat. Dans un débat, il y a des fois, cet échange, des accrochages. Parce qu'il ignore c'est quoi le débat. Peut-être vous venez à participer au débat tout en ignorant même les contenus du mot débat. Professeur, bon, là, il faut encore apprendre, messieurs. On comprend que vous appartenez à un régime d'ignorance. On comprend un peu. Dans un débat. Un régime d'ignorance, c'est fort. Merci. C'est quand même assez fort. Dans un débat où un professeur prend la parole sans que cette parole ne lui soit accordée. C'est ça le débat dont tu le parles. Un professeur d'université. J'ai évoqué un cas ici que India Omar est une malédiction. Vous m'avez fait retirer la parole. Mais il vient de le dire ici que IDPS est une malédiction. Vous n'avez pas fait la même chose. Voilà que vous êtes partial. Oh. Le professeur sur ce plateau vous dit que le président de la République a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Permettez-moi avec toute humilité, je doute de sa qualité de professeur. Le président de la République a bel et bien dit qu'avec la guerre de l'Est du pays, on risque de ne pas aller au... On risque. Lorsqu'on dit on risque, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que le souhait du président de la République, du gouvernement, est que nous ayons les élections dans les délais constitutionnels. Il vous a dit le non-dit du discours du président de la République. C'est qu'il est en train de chercher l'époux dans... Attends, entre nous soit dit. D'une chose. Entre nous soit dit, comme on dit, mbunzu na mbunzu. Est-ce que vous pensez qu'on aura élection cette année? On aura des élections. Une fois de plus, je vois un professeur de sciences politiques qui se dit qu'il est expert en matière électorale. Nous avons... Comment expliquer ça? Et moi, si j'étais son étudiant, je ne pouvais même pas assister à son cours. Vous lui avez même dit qu'Adima est expert en matière électorale, qui n'est pas approuvé. Il vous a dit, nous aurons les élections. Quand il vous dit, il y a des problèmes techniques, ainsi de suite. En 2016, nous n'avons pas vu un magasin de kits électoraux brûler. Est-ce que ça a empêché que les élections n'aient pas lieu? Ça, c'est une distraction pure et simple de son parti politique, je ne sais pas moi, nouvelle aventure. Je reviens maintenant à votre question pour savoir si il y a une relation... Entre le Rwanda et la RDC. Alors, je termine avec vous cette question. Oui. Il va nous rester pratiquement 6 minutes. Je donnerai aux autres 3 minutes et on va clôturer l'émission. Oui. Alors, allez-y. Le Rwanda est partenaire privilégié de la France ou de la RDC? La réponse est claire. La France a des relations meilleures diplomatiquement avec le Rwanda que la RDC. C'est la France qui a porté la résolution aux Nations Unies sous la levée de la notification. C'est la France qui a amené ça au Conseil de sécurité. Et si la France ne l'avait pas fait, aujourd'hui nous serons toujours sous le régime de notification. C'est la France qui a bloqué aussi les armes de la République démocratique du Congo dans son pays. C'est la même France. Il joue un jeu de double rôle. La France a demandé au Rwanda de retirer ses troupes, de ne pas soutenir les M23. Il vous mord et il souffle. La même France, l'Union européenne. Mais s'il vous plaît, il faut voir le bon côté des Français. Vous ne voulez pas voir le bon côté des Français. Mon cher ami, j'ai dit
merci beaucoup pour le président de la République parce que c'est lui qui a fait montre à la face du monde que la communauté internationale est hypocrite. Aujourd'hui, avec cette diplomatie agissante, que dit Yen et disait qu'elle est, agitante, oui, nous acceptons que cette diplomatie est agitante parce qu'elle a agité la communauté internationale et a poussé la République française à changer son attitude envers la RDC. Vous avez mis votre confrère qui a posé la question à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a balbutié, il n'a même pas répondu. Et donc, moi je crois, sans pour autant engager mon parti politique, que cette visite est une visite d'hypocrisie, mais qui est la résultante de la diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va enfin changer la position de la République française pour ne pas soutenir le Rwanda, lequel le Rwanda soutient les M23, lequel M23 est en train de terroriser la population congolaise. Merci beaucoup. Monsieur Maître Papi Dionso, vous avez prêté serment récemment. J'ai renouvelé. Vous avez renouvelé. Voilà. Ah d'accord. Monsieur Eric, la France, partenaire de la RDC ou de partenaire privilégié de la RDC ou du Rwanda? Nous sommes dans une troisième guerre mondiale qui va naître d'ici peu. Il faut regarder les contextes politiques, les contextes diplomatiques. L'Arabie Saoudite, avec le prince Mohammed Ben Salman, avait de très bonnes relations avec les États-Unis, avec John Biden. D'ailleurs, John Biden voudrait sanctionner ce prince, Mohammed Ben Salman, pour avoir tué, entre guillemets, un journaliste qui était contre la politique. Khashoggi. Évidemment. Alors, pour mettre ces tensions un peu par terre, l'Arabie Saoudite, à un certain moment, commençait à bien collaborer avec les États-Unis. Il fallait mettre de côté cela et pour que tout aille mieux. Les États-Unis ont obligé l'Arabie Saoudite de produire le pétrole beaucoup plus pour qu'il n'y ait pas flambé des prix aux États-Unis et également en Europe, afin que les États-Unis aient la politique de faire la guerre, la vraie guerre avec la Russie. Chose curieuse, le prince Mohammed Ben Salman quitte la bonne coopération avec les États-Unis, il va se rallier avec la Chine, avec Xi Jinping, le président chinois. Ils vont signer un accord économique de 28 milliards d'euros. Les accords économiques. Les États-Unis, tellement étonnés, eh bien les États-Unis est tellement dessus de cette manière de faire les choses de l'Arabie Saoudite. La Russie en guerre avec l'OTAN, l'Arabie Saoudite tourne vers la Russie, la Chine tourne vers la Russie. Et aussi la Russie qui tourne ses regards vers l'Afrique. Rappelez-vous du dernier discours de Poutine. Il rappelle d'abord l'hypocrisie de l'OTAN. Il rappelle que les autres ont tué les pays africains. Voilà ce qui a été fait à Libye. Ça, c'est le discours de Poutine. Il dit qu'il faudrait maintenant une très bonne collaboration avec l'Afrique. Compte tenu de cela, la France est un pays des hypocrites et la communauté internationale, l'OTAN, ils vont spécialement envoyer Emmanuel Macron pour renouveler un partenariat avec l'Afrique. Emmanuel Macron ne vient pas qu'au Congo, il est d'ailleurs au Gabon. Après le Gabon, il ira vers le Congo-Brazzaville. Et puis après, il sera ici en République démocratique du Congo. Et au Congo, il vient faire exactement quoi? Le Congo est un pays des enjeux économiques. Le nucléaire que vous parlez ici, les Satan, les Nagasaki, les Hiroshima, les éléments chimiques se trouvent où? Qu'est-ce que Macron vient faire ici? Mais comment expliquer que ce pays qui a tout ce dont la France a besoin, mais la France serait plus proche du petit Rwanda? Non, mais la France ne veut pas collaborer de la bonne manière avec la République démocratique du Congo. Il faut passer par les deux de la cuillère. C'est-à-dire exploiter illégalement, illégitimement. Dites-moi un pays africain dont la France a colonisé et que ce pays est allé de l'avant. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu une bonne collaboration franco-africaine. La collaboration, ça n'existe pas. Et donc, Emmanuel Macron ne vient qu'ici pour essayer d'atténuer la situation. Est-ce que vous avez écouté dans la bouche d'Emmanuel Macron dire « Nous déplorons ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, nous sanctionnons le Rwanda ». Non, il ne le dira pas. Moi, je voudrais qu'Emmanuel Macron, demande à Mouchikiyabo, qui est cette dame qui dirige l'OIF, de quitter l'OIF, puisque cette dame, bien que le Rwanda est un tout petit pays, mais on laisse à une Rwandaise d'être là. Mais deuxièmement, que Kagame et que la France sanctionne Kagame, puisque tous, avec les rapports que nous avons ici, nous connaissons que c'est Kagame
qui est en train d'alimenter la guerre Très de la bien. partie est de la République. Professeur Dieni, merci beaucoup, monsieur Eric. Le temps, it's money. Professeur Dieni, la France, partenaire de la RDC, privilégié de la RDC ou du Rwanda? Bon, en fait, cette question s'inscrit dans le cadre global d'abord de la coopération France-Afrique, hein, qui nous ramène vers... J'étais en train de penser que vous allez répliquer à Papi Djonso, mais allez-y quand même. Non, bon, vous savez, lorsqu'on tient des inepties, ça ne sert pas d'y répondre. Parce que nul n'ignore que la question des élections entre en compte dans les études d'abord des sciences sociales et sciences politiques singulièrement. Mais lorsque quelqu'un ne maîtrise pas cela, et surtout un juriste, je comprends que des fois avec le raté académique et la recherche des diplômes que nous avons aujourd'hui, donc on rappelle que produire de tels résultats. Ah, donc voilà, c'est un professeur d'université qui vous parle, donc il confirme un peu les inepties et puis c'est raté. Donc comprenez un peu. Voilà la stabilisation des professeurs congolais. Ok, on comprend. Donc voilà. Voilà un peu. Donc, ces rapports nous ramènent pratiquement dans les relations, je dirais, des néocolonisateurs et des néocolonisés. Parce que l'Occident, en réalité, juste passe par cette France-Afrique. La France, qui s'est fait maître de plusieurs, surtout de l'Afrique francophone, mais également du Congo, parce que la France s'est fait aujourd'hui maître du Congo par son droit de préemption. Donc c'est elle qui détient aujourd'hui le Congo comme néo-colonie française. Donc ils viennent nous rappeler que le monde aujourd'hui, la géopolitique mondiale a complètement changé, il y a bouleversement. Maintenant la France veut, l'Occident veut avoir le Congo et avec elle. Mais nous nul n'ignore que le capitalisme dans son essence est sauvage. On a vu ce que font les Chinois ici, et c'est que les Français et autres ont fait. Hein? Moi, je ne soutiens pas les néocolonisateurs. Il revient à l'élite congolaise. Je ne dis pas au gouvernement congolais. À l'élite congolaise de réfléchir, de voir comment réorienter cet appareil, son appareil étatique. Donc, l'élite va au-delà de quoi? De l'élite gouvernante, donc aux élites, parce qu'à un certain moment, il y a des questions qui dépassent le seul cadre de ce qui nous gouverne. Donc, ce sont des questions structurantes qui s'inscrivent dans le cadre global d'une société. Voilà pourquoi l'élite doit réfléchir comment réorienter cet appareil afin de pouvoir répondre aux assauts occidentaux. Hein, il est question de voir comment répondre où y aller pour les intérêts de nous avoir de la RDC. On se retrouve demain pour clôturer la semaine. Merci. J'espère que vous allez vous saluer. Vous allez certainement vous saluer après l'émission, même si c'est ça la beauté du Congo, la diversité. Ça fait du bien. Allez, à demain. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.